un coup de fil de la productrice, Sabine Barthélémy, qui m'a appelé et qui m'a dit voilà, j'ai une idée de sujet, j'aimerais traiter du viol masculin. Elle imaginait au départ quelque chose qui tournerait autour des jeunes, de l'homosexualité, du consentement, etc. Et moi, tout de suite, j'ai dit que non, je trouvais que c'était une mauvaise idée, qu'il fallait surtout pas mélanger viol et homosexualité, et qu'il fallait faire une histoire autour d'un homme qui soit père de famille, hétéro, installé dans la vie. Tout de suite, cette idée, ce sujet, je l'ai trouvé tellement fort. Et aussi, ce qui est intéressant en tant que scénariste, c'est que c'était inédit, c'était pas une histoire qui avait déjà été racontée, donc c'est rare de trouver une histoire pas racontée. Et très très vite, j'ai su ce que j'avais envie de raconter. Je crois me souvenir que le soir ou le lendemain matin, je suis allé à la piscine et que pendant que j'étais dans la piscine, j'avais encore l'histoire qui avançait, qui progressait et tout. Et le lendemain, j'ai rappelé Sabine, alors que je lui avais dit que je ne l'appellerais pas avant 15 jours au moins. Et je lui ai dit que j'avais réfléchi et que j'avais déjà pensé à une histoire et que je pouvais lui raconter. Et donc on s'est donné rendez-vous le lendemain, je lui ai raconté l'histoire et elle m'a dit écoute, j'adore, donc je contacte ton agent, on fait le contrat et tu l'écris. Qu'est-ce que je vous sers? Je prends une pression, s'il vous plaît. Allô? Et voilà. Merci. Ouais. Non, je t'ai dit que je faisais ça ce week-end. Mais comment veux-tu? Je bosse la journée. N'importe quoi, on en a parlé lundi, oui. On est jeudi. Ça fait pas des semaines. C'est ça, ouais. Ma femme. Enfin, ma future ex. Soit disant que je ferai ma crise de la quarantaine, tout ça juste parce que je reprends la guitare électrique que je jouais quand j'étais ado. Désolé, hein, je sais pas pourquoi je vous prends la tête avec mes histoires. Non, il n'y a aucun problème. Finalement, c'est France 2 qui a dit qu'il voulait le faire. Et ça a pris du temps. Ça a été un moment un peu décourageant pour moi, et pour Sabine aussi, parce qu'on était tous les deux persuadés que c'était un bon sujet, que c'était une bonne histoire et que ça ferait un bon film. Mais on n'a pas eu de réponse immédiate disant on adore, on veut le faire. Donc ça paraissait en fait déstabilisé ou inquiété ou je ne sais pas ce que ça générait, mais au bout d'un moment, on a compris qu'à France 2, il y avait certaines personnes qui adoraient, qui voulaient vraiment le faire, d'autres qui étaient plus inquiètes par rapport au projet. Et donc, les personnes qui voulaient le faire ont fini par l'emporter. Et donc un jour, on a été appelés et ils nous ont dit, voilà, on fait le projet, on vous rencontre. Quand il y a un sujet très société comme ça, moi j'ai plutôt tendance à vouloir faire appel à mon imaginaire, parce que sinon je trouve que le côté respectueux d'une réalité, etc., ça peut étouffer le sujet et ça peut devenir, on devient le porte-parole du sujet. Mais une fois que je suis en condition, c'est comme l'acteur qui joue, j'écris ce que je ressens. Je suis dans un état un peu dans une bulle à ce moment-là. Et puis je sors la matière. Et puis après, une fois que la matière est là, je la retravaille. Et là, j'ai peut-être un rôle plus intellectuel dans ma façon de... Je vois qu'il y a des répétitions, que ce serait plus intéressant de passer par-ci, par-là. Puis après, il y a le regard des autres aussi qui me fait changer les choses. Ce qui a été compris, pas compris, etc. Tu sais, je le sens pas trop, ce prof de chant. Là. Ah bon? Ah non. Bah écoute, depuis que Jules prend des cours avec lui, il bosse 2 fois plus. Il fait des progrès incroyables. Je suis pas sûr qu'il soit d'une très bonne influence, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu vois très bien ce que je veux dire. Laisse ça tranquille, je vais m'en occuper, c'est bon. Bah non, je vois pas, non. Bah arrête, un peu homo, non? T'es sérieux, là? Ça va pas te parler comme ça, on dirait ton père. Ce qui m'intéressait à traiter, c'était d'un personnage qui, jusqu'alors, dominait socialement, financièrement, et qui détenait un pouvoir social. Et c'est plutôt en ça qui m'intéressait de le faire sombrer, malgré son pouvoir social ou économique ou financier. En plus, dans le personnage que j'ai défini, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et qui a acquis ce pouvoir-là. Et pour moi, ce qui était important, c'est que c'est un personnage qui s'est construit une identité. C'est-à-dire que c'est pas un riche qui est habitué à être riche ou qui est né riche. C'est quelqu'un qui a voulu le devenir et qui s'est battu pour ça. Et qui a dû adopter les codes de son milieu et donc sans doute qui a dû un peu jouer avec sa propre identité. En fait, il est plus un étranger dans ce milieu et un personnage qui essaie de se fondre dans ce milieu. Et à la suite de cette agression, il n'arrive plus à jouer ce rôle-là, il n'arrive plus à se fondre. Il est ramené à l'artifice aussi de cette construction sociale. En fait, la seule question qui se posait, mais on était tous d'accord avec cette question, c'était jusqu'où le personnage peut aller dans sa violence, notamment avec sa famille, sans qu'on le rejette. Quel est le seuil tolérable de la violence qu'il peut exprimer? Entrez. La veille de l'audience, je me suis battu avec des jeunes dans la rue qui voulaient me piquer mon portable. Le lendemain, j'ai pris des antidouleurs au tribunal. Ça m'a complètement cassé, je me suis endormi pendant l'audience. Voilà, mais je vais arranger ça. J'ai déjà écrit au juge pour m'excuser à Rocher-Saint-Mathieu. Je suis désolé de t'avoir mal parlé. Ça n'arrivera plus. Quand on sait que ça va passer sur le service public, etc., on dit aussi quelque chose sur les personnes qui subissent une telle épreuve. On trace un chemin, d'une certaine façon. Et c'est pas évident d'ailleurs de montrer quelque chose qui paraît être le meilleur trajet possible sans paraître soit donneur de leçons ou soit bien-pensant. Mais par exemple, il y avait la question pour le procès de savoir s'il gagnait ou s'il gagnait pas. Est-ce qu'il fallait le dire, pas le dire? Sachant que c'est pas ça la question, en fait, on s'en fout de savoir si... Et si les gens veulent vraiment savoir s'il a gagné ou non, c'est qu'ils sont passés à côté du film. Mais en même temps, ça sert à rien de provoquer une frustration sur ça, puisqu'il se bat judiciairement et il faut peut-être donner la résolution. Alors, si on se pose la question de cette résolution, qu'est-ce qu'on va dire? Si on dit il gagne pas, parce qu'il n'y a pas de preuve ou que c'est parole contre parole. Quel message on envoie aux gens? On envoie, c'est pas la peine de faire toute cette démarche, parce que de toute façon, vous allez subir des interrogatoires très difficiles et très pénibles. Vous allez risquer des choses socialement par rapport à votre métier, par rapport au regard des autres. Le procès, ça va être l'horreur. Tout ça pour qu'à la fin, on vous dise c'est parole contre parole, donc c'est pas la peine. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de dire aux gens? Tant pis, débrouillez-vous avec ce que vous avez subi et cherchez pas justice parce qu'il y aura pas moyen. J'avais écrit une fin où, mais qui, du coup, qui va dans le sens de cette idée du titre, de abîmer à jamais, où il déjeune quelque part et il y a un type qui l'aborde, qui lui demande si le plat du jour est bon. Et il le regarde et on sent que tout à coup il panique et il répond pas, il tourne le dos et le mec le regarde genre il a un problème lui et on sent qu'il y a toujours cette vulnérabilité en lui. Donc pour moi ça voulait dire aussi que toutes les
toutes les failles ne se referment pas et qu'il reste des traces de la violence qu'on subit, et même si on s'est reconstruit et que les choses tournent et tout ça. Pour la chaîne, ils trouvaient que c'était un message trop sombre de rester sur cette note-là.